Alors, ce matin, j'ai le grand honneur, et c'est un honneur pour moi, de vous présenter M. André-Pierre Contandriopoulos. M. Contandriopoulos est professeur titulaire au département d'administration de la santé à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il est aussi chercheur à l'Institut de recherche en santé publique de l'Université de Montréal. Au cours de sa carrière, il a assumé à l'Université de Montréal toujours de nombreuses tâches administratives et il a été membre de plusieurs groupes de travail gouvernementaux. Monsieur Contandriopoulos est membre de la Société royale du Canada depuis 1996 et de l'Académie canadienne des sciences de la santé depuis 2006. En 2001, il a reçu le prix pour l'avancement de la recherche sur les services de santé de la FCRSS, qui est un organisme subventionnaire. Ses domaines d'enseignement, de recherche et ses nombreuses publications portent sur l'organisation, le financement des systèmes de santé, la planification de la main-d'œuvre médicale, l'évaluation des interventions, les déterminants de la santé des populations, les politiques de santé et la performance, la gouvernance et les transformations des systèmes de santé. M. Contandriopoulos est un professeur, un pédagogue, un fin analyste des systèmes de santé dans le monde et, je vous le dis, un conférencier hors pair. L'écouter a toujours été un plaisir pour moi et j'en suis certaine qu'il en sera de même pour vous. Alors, accueillons M. Contandriopoulos. Merci pour cette présentation qui me met mal à l'aise. Mais je suis content de vous souhaiter un bon matin. Après la soirée d'hier soir, c'est beau de vous voir tous ici, toutes et tous ici. Alors, je suis très content d'être là ce matin. Et ce que je vais vous dire va vous permettre ou me permettre de vous transmettre un certain nombre de préoccupations que j'ai sur les systèmes de santé, sur le système de santé du Québec, celui du Canada, mais plus généralement sur les sociétés dans lesquelles nous vivons. Vous remarquez que je porte le carré rouge pour les Québécois. Je pense que ce qui se passe actuellement au Québec est quelque chose d'extraordinairement important qui nous interroge tous sur le type de société dans laquelle nous voulons vivre. Et je crois aussi, et vous allez voir pourquoi en quelque sorte, le système de santé, la capacité du système de santé à correspondre aux attentes des gens malades et la possibilité de le réformer sont des enjeux qui sont presque prédictifs du type de société dans laquelle nous vivrons demain. Et je pense qu'il vaut la peine de s'y interroger, ça vaut la peine d'en parler. Alors, le titre de ma conférence porte sur les grands défis des systèmes de santé dans le monde. C'est un titre ambitieux. Bilan et perspective, c'est encore plus ambitieux. Ma conférence va être organisée de façon à ce que je vais vous donner un certain nombre d'informations. Et je vais aller assez vite, en fait, les transparents vont défiler assez vite, mais ça va vous donner de façon impressionniste une idée du partage des problèmes, des mêmes problèmes par les différents systèmes de santé. Et ensuite, j'irai un peu plus lentement pour essayer de comprendre pourquoi c'est si difficile de faire ce que tout le monde pense souhaitable. Et c'est autour de cette question-là qu'est structurée ma présentation. La santé et l'État. La relation entre la santé et l'État est une vieille histoire. Une vieille histoire qui marque la modernité. Durant la première moitié du XXe siècle, la médecine a fait des progrès très considérables et au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on a vu apparaître une idée nouvelle qui était qu'il ne suffisait plus à la société de permettre aux personnes de vivre, mais bien de vivre en santé. Et cette obligation que les sociétés se sont données de permettre à leurs citoyens de vivre en santé a été marquante de la deuxième partie du XXe siècle et a été à l'origine de la mise en place partout des régimes publics d'assurance maladie.
Et aujourd'hui, partout dans le monde, que l'on soit dans les pays les plus riches comme les nôtres, ou que l'on soit dans des pays en émergence ou des pays plus pauvres, se pose la même question. On s'interroge partout sur les façons qui vont nous permettre, dans les années qui viennent, de s'assurer d'une façon efficiente que toutes les personnes souffrantes aient un accès libre et équitable à des services de santé de qualité. Or, c'est tout simple, et je pense que c'est autour de cette question simple que s'organisent en fait les malaises, les réflexions et les enjeux du système de santé. Ces enjeux pour le système de santé nous permettent de comprendre qu'au fond, dans le système de santé, comme à peu près dans toutes les grandes décisions de l'État, il va falloir qu'on arrive à concilier un espèce de désir très fort d'équité dans le domaine de la santé, s'assurer que l'on va pouvoir répartir les soins et les santé d'une façon équitable entre les individus, les groupes et les régions. En même temps, nous sommes des sociétés qui sont fondées, qui sont bâties sur le respect des libertés individuelles qu'il faut respecter. Et nous sommes dans des situations, surtout depuis 2008, et en particulier depuis 2008, dans lesquelles l'utilisation optimale de l'argent collectif est impérieux. Et donc, il y a une exigence sociale à s'assurer que l'on ne gaspille pas. C'est l'ambition, la nécessité de l'efficience. Et alors, dans toutes les sociétés, il va falloir maintenir un équilibre dynamique entre l'équité, la liberté et l'efficience. Cet équilibre est un enjeu pour tous les gouvernements. Parce qu'on peut très bien comprendre que si les grandes institutions d'une société, la santé, l'éducation, dysfonctionnent, c'est la société tout entière qui dysfonctionne. Si dans un pays, le système de santé est inéquitable, plein de passe-droits, sclérosé, peu respectueux de la dignité humaine, des droits des personnes les plus vulnérables, alors, il faut bien le comprendre, c'est la société tout entière qui est inéquitable, sclérosée, mesquine, peu respectueuse des droits des plus démunis. Ce que l'on fait dans la santé est le miroir de ce qu'est la société tout entière. Si nous n'arrivons pas à transformer le système de soins et le système de santé pour lui permettre de rencontrer les attentes les plus légitimes de chacun d'entre nous, alors c'est la société tout entière qui est à problème et qui est à risque. Ce que je dis pour la santé vaut pour l'éducation. Les systèmes de santé, ces systèmes de santé dont on parle, ce sont des systèmes qui ont été mis en place dans les années 50-60, ce sont des systèmes qui évoluent sur une trajectoire qui a une inertie considérable. Ce sont des systèmes qui se dirigent dans des directions, et des directions qui sont de plus en plus problématiques. De plus en plus problématiques parce que cet équilibre dont je parlais entre l'équité, la liberté et l'efficience est tous les jours remis en question. Et on a l'impression que s'érode l'espèce de compromis auquel nous étions arrivés. Cette impression-là, elle est confirmée par les chiffres. Alors, je vais vous présenter comme ça des chiffres ou des graphiques qui proviennent très souvent d'études du Commonwealth qui ont fait des enquêtes dans différents pays du monde. Cette enquête, il y a une enquête du Commonwealth qui a été faite auprès des grands utilisateurs des services de santé dans une quinzaine de pays et qui, au Québec, a été faite avec les mêmes questions en 2008 et 2011. Et regardez comme c'est intéressant. Proportion des répondants qui pensent que le système de santé fonctionne assez bien, on est passé de 30% à 24%. Proportion des personnes qui indiquent que la qualité des soins reçus au cours des dernières années est excellente ou très bonne, on est passé de 61 à 59. Ceux qui disent qu'il était facile d'obtenir des soins en dehors des urgences, de 39 à 34. Ceux qui disent que les médecins de famille coordonnent toujours bien les soins, de 64% à 51%. Le nombre moyen de jours pour voir un spécialiste, de 67 à 78 jours. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tous les indicateurs retenus montrent que la direction dans laquelle se dirige le système de soins est une direction à problème. On fait moins bien aujourd'hui qu'on faisait hier dans l'esprit de chacun d'entre nous. Quand on compare les pays autour de est-ce que vous pensez que le système fonctionne bien, est-ce qu'il faudrait faire des changements importants ou à le revoir entièrement. Alors revoir entièrement, c'est en bleu, faire des
des modifications importantes sont jaune pâle et fonctionnent assez bien, c'est en plus foncé. Vous pouvez observer que dans tous les pays, il y a presque 50%, dans la plupart des pays, il y a presque 50% des gens qui pensent que les systèmes de soins méritent des changements. Le pays qui semble le mieux satisfaire sa population est celui de la Suisse. Au Québec, on est à seulement 24% de personnes qui pensent que le système n'a pas besoin de changement majeur. On est une des communautés dans lesquelles la population est la plus insatisfaite. Certains pays réussissent mieux que d'autres et on a pu voir des comparaisons qui montrent que le Canada, le Québec, les États-Unis sont parmi les pires systèmes en termes de qualité, d'efficacité, de sécurité, de coordination, d'accès, d'efficience, d'équité. Donc, nous sommes dans des systèmes qui fonctionnent mal. C'est des systèmes dans lesquels on investit beaucoup d'argent et les résultats ne sont pas à la hauteur des argents qui sont investis. Mais si, dans tous les systèmes, même si certains systèmes fonctionnent mieux que d'autres, tous les systèmes ont des problèmes semblables malgré des arrangements institutionnels différents. Alors là, je vais vous montrer qu'effectivement, nous partageons tous dans nos pays des problèmes de même nature, ayant des amplitudes bien sûr différentes. Partout, on observe et on se plaint de pénurie de ressources, de pénurie de personnel et d'attente. Alors, par exemple, délai pour obtenir un rendez-vous chez un médecin ou une infirmière, on s'aperçoit que ces délais sont longs, de 2 à 5 jours, 6 jours ou plus, pour avoir un rendez-vous, ou même impossible d'avoir un rendez-vous, et que ça compte pour une proportion importante des cas, plus de 50% au Québec, et dans les autres pays, c'est aux alentours entre 17% et 25%. Et 45%, pardon. Délai en nombre de jours pour voir un médecin spécialiste, on passe de 11 jours en Suisse, 67 jours en Norvège, 70 jours au Québec, et j'en passe. Partout, il y a une dévalorisation de la première ligne et un manque d'intégration de la première ligne avec le reste du système de soins, et le corollaire de cette déstructuration, de ce manque de structuration et d'intégration de la première ligne au système de soins, c'est le débordement des urgences. C'est là que s'observe le dysfonctionnement de la première ligne. La coordination des soins par un médecin de famille en fonction des pays, cette coordination n'existe parfois, rarement ou jamais dans 23% des cas au Royaume-Uni, 59% des cas en France, 50% des cas au Québec. Difficulté à obtenir des soins en dehors des urgences, alors là, très important, au Canada, c'est au Québec de l'ordre de 66%, Royaume-Uni 22% seulement, Australie 57%. Utilisation des urgences pour des soins non urgents, c'est une pratique répandue et tout particulièrement répandue au Canada. Mais dans les autres pays aussi, l'urgence devient de plus en plus le lieu où l'on va quand on n'a pas d'autre endroit où aller, alors qu'on n'a pas forcément besoin de l'urgence. Coordination des soins à la sortie de l'hôpital quand on a été hospitalisé. Il est généralement, la coordination des soins est moins bonne dans plus de 50% des pays. Le meilleur est le Royaume-Uni, le pire étant la France. Partout, il y a des tensions lourdes entre une logique de service public et une logique assurantielle. De très grandes disparités sociales et économiques d'accès aux soins à peu près partout. Alors, des problèmes d'accès aux soins à cause de leurs coûts, des dépenses privées qui, malgré le caractère public des systèmes, restent importantes. La qualité, et alors là vous êtes, particulièrement sensible, la qualité est un véritable problème de santé publique. Les erreurs médicales constituent une source importante de mortalité. 44 000 morts aux États-Unis par an, dont 7 000 à la suite de complications médicamenteuses. Au Canada, on estime que le nombre de morts liées à des erreurs médicales au sens large et des complications médicamenteuses se situe entre 10 et 23 000. On a ici un problème majeur, un problème lourd que l'on traite le mieux que l'on peut, mais qui reste encore un problème qui hypothèque le système de santé. L'évaluation globale de la qualité des soins
par les personnes qui sont des grands utilisateurs, elle est passable, mauvaise ou à peine bonne dans un nombre important de cas, presque de 70% en Allemagne, 30 et quelques pourcents, 40% au Québec. Et vous voyez ces variations qui sont des variations importantes, c'est grave. Les erreurs médicales de médicaments ou de tests en cours des 2 dernières années sont quelque chose qui sont non pas l'exception, mais courantes, 24%. Les problèmes causés par les erreurs médicales sont importants, très sérieux, dans entre 40 et 50% des cas. Donc on n'est pas dans une petite erreur qui n'a pas d'importance, on est face à des erreurs qui sont lourdes de conséquences. Des traceurs d'une qualité des soins qui n'est pas au rendez-vous, les soins de pied chez les personnes diabétiques qui ne sont pas faits dans plus de 50% des cas, comme ils devraient l'être. En France, une grande enquête a été faite auprès des infirmières très récemment. Les premiers résultats viennent de sortir. Le pourcentage d'infirmiers estimant ne pas pouvoir assurer une sécurité des soins optimale à des patients par rapport à leurs conditions d'exercice est importante. Aux alentours de 40% des infirmiers et infirmières en France disent qu'ils ne sont pas capables de respecter leurs propres critères de qualité des soins quand ils donnent leurs soins à cause de toutes sortes de contraintes, surcharge de travail, stress, épuisement, manque de matériel, moyens inadaptés. On n'est pas en pays en développement, on est en France. Incapacité à contenir la hausse des coûts des médicaments, pression pour désassurer les services. Et là, on s'aperçoit alors qu'on est dans des systèmes dont la structure se change. Vous avez devant vous la structure des dépenses de santé au Québec entre 1980 et 2009. Et par secteur, les hôpitaux, les autres organismes, les médecins, les autres professionnels, les médicaments. Ce que ce graphique comme ça vous montre, c'est que l'hôpital, qui représentait 50% des dépenses de santé dans les années 80, ne représente plus que 26% des dépenses totales de santé aujourd'hui. Donc l'hôpital est en train d'être un lieu qui perd son importance jour après jour dans la structuration des soins. Par ailleurs, on voit que le médicament a une importance qui ne cesse de croître. C'est actuellement le 2e poste de dépenses au Québec en termes de dépenses de santé. Si vous prenez les bâtonnets des soins et vous les renversez sur ceux de l'hôpital, on a l'impression que tout ce que l'hôpital a perdu, c'est l'industrie pharmaceutique qui l'a gagné, si je m'exprime comme ça. La révision des médicaments n'est pas faite comme il se doit. Un nombre important de cas, on ne révise pas les médicaments de façon régulière. Les systèmes sont des systèmes qui manquent de réactivité, qui savent mal s'adapter à des problèmes externes. Ce sont des systèmes qui savent mal prendre en compte les problèmes des personnes âgées, et en particulier des personnes les plus vulnérables. Et là, une caricature, notre ministre de la Santé au Québec avait dit que pour distraire les vieilles personnes, les vieux, 80 ans et plus dans les résidences, il allait acheter des petits phoques en peluche qui étaient animés par un petit moteur. Et on s'aperçoit le caractère ridicule de cette impression, alors que ce dont les personnes auraient besoin, c'est la deuxième image du contact humain. Mais en même temps, il faut bien réaliser, et je vous lance comme piste de réflexion, que dans nos sociétés, probablement pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes face à la présence de plus en plus courante de 4 générations. On a les vieux, leurs enfants qui sont déjà à la veille de la retraite ou à la retraite, qui sont eux-mêmes grands-parents, leurs enfants et leurs petits-enfants. 4 générations. Et nos sociétés sont des sociétés qui n'ont pas appris, qui ne savent pas et qui ne comprennent pas quel est le rôle de la 4e génération. On ne sait pas quoi faire des vieux. Ils n'ont pas de fonction. Ils sont un poids. Ils sont un poids pour la 3e génération, coincés entre les petits-enfants et les parents vieillissants dont il faut s'occuper comme des enfants. Ils sont un poids économique, car ils bloquent la succession, ils bloquent la capacité historique de voir par les successions se transmettre des patrimoines qui permettraient à des jeunes familles de se développer. On a un véritable problème de société, non pas dans cette espèce de cri disant « c'est à cause des vieux que ça coûte plus cher », c'est faux, mais le problème
des 4 générations et du fait qu'il y ait des vieux qui sont dans des situations difficiles, dans des familles qui ont du mal à s'en occuper, explique probablement la grande solitude de ces personnes et le fait que bien trop souvent, un peu comme orphelines sociales, elles puissent être maltraitées. Croissance des coûts des systèmes de santé, interrogation sur, et quelque chose qui est important, sur l'efficience de nos systèmes de soins. Alors, les systèmes de santé ont des coûts qui augmentent, des coûts per capita qui augmentent, des pourcentages du produit intérieur brut qui augmentent. En soi, le fait qu'un secteur comme la santé voit sa place prendre de l'importance dans la société ne pose aucun problème. Ce qui serait un problème, ce serait qu'un grand secteur comme le secteur de la santé continue année après année à peser le même poids dans l'économie. En fait, si c'est un secteur important, il est normal qu'il prenne de la place dans l'économie. Il n'y a strictement aucun problème à ce que les coûts de la santé augmentent un peu. Si vous pensez à la place de l'électronique dans nos sociétés, les sommes qui sont dépensées pour de l'électronique par rapport au PIB augmentent de façon exponentielle. Personne n'y trouve à redire. Pourquoi on trouverait à redire au fait que les dépenses de santé augmentent ? Le problème donc des moins dans l'augmentation des dépenses de santé en tant que telles que dans le fait que ces dépenses de santé augmentent, mais qu'on a l'impression que les résultats qu'on attend ne sont pas là. Alors, je reprends le même tableau que tout à l'heure et j'ajoute 2 colonnes. Les résultats du classement des pays, les pays qui se classent le mieux, la Hollande et le Royaume-Uni sont des pays qui ne coûtent pas très cher. Le pays qui se classe le moins bien, ce sont les États-Unis, qui en même temps est le pays dans lequel les dépenses per capita sont les plus élevées. Il ne semble ne pas y avoir de relation entre les dépenses de santé et les résultats de santé. Et là, vous avez un graphique, probablement qui vous est bien connu, mais je ne vais pas y passer du temps, mais il est quand même très très important à regarder. Si vous mettez en relation les dépenses totales en santé en pourcentage du PIB et les espérances de vie, en 2009, les dernières données disponibles, vous apercevez qu'il n'y a strictement aucune relation entre ce que l'on dépense dans nos systèmes de soins et les espérances de vie. Aucune. Hein ? Les États-Unis dépensent beaucoup, faible espérance de vie. Le Japon dépense très haute espérance de vie. Vous voyez que le Japon dépense moins que la République slovaque et a 10 ans d'espérance de vie en plus. C'est absolument considérable. Donc, strictement aucune relation. Au Québec, un chiffre qui marque, il s'agit ici de l'évolution des coûts des services d'omnipraticiens et les 3 courbes du haut par rapport à des indicateurs sur le volume de services fournis par les médecins et le volume de services utilisés par les personnes malades. On s'aperçoit que plus les années passent, plus on paye cher les médecins et moins les médecins donnent de services à leurs patients. Même chose pour les spécialistes. Aux États-Unis, les personnes, les adultes, disent que plus de la moitié des adultes nous disent que le système est mal organisé, qu'il gaspille et qu'on préfère des gains d'efficience considérables. Alors, par rapport à tout ça, quoi dire ? Première impression sur ce quoi dire, c'est que si, dans tous les pays, les problèmes sont de même nature, cela veut dire que les causes de ces problèmes sont probablement à l'extérieur de chacun des pays. Il y a une espèce de mondialisation des facteurs qui viennent infléchir les systèmes de santé, infléchir la trajectoire des systèmes de santé dans tous les pays. Ces facteurs, selon moi, sont les suivants. Il s'agit de grands facteurs, le développement des connaissances, développement des techniques. Il s'agit du phénomène de population qui change, qu'on va appeler le phénomène du vieillissement. Je vous en ai dit un mot tout à l'heure, il ne faut pas le prendre brutalement comme une règle de 3. En même temps,
ces phénomènes-là de développement des connaissances et des techniques, de populations vieillissantes, se placent dans des environnements qui se dégradent avec le réchauffement de la planète, l'augmentation de la pollution, l'augmentation des maladies liées à l'environnement. Tout cela dans un contexte qui est un contexte de mondialisation des marchés financiers et de crise de ces marchés financiers depuis 2008. La trajectoire que l'on avait représentée tout à l'heure, elle est en quelque sorte orientée par ces grandes forces. Et ces grandes forces poussent sur ces systèmes et les entraînent à toute vitesse dans une direction qui est vue comme de moins en moins souhaitable par de plus en plus de monde. En même temps, on peut lire dans tous les journaux scientifiques, dans les grands journaux, dans les médias, dans les déclarations de nos ministres, que le problème, on saurait le résoudre. Au fond, il y a un accord très large, à peu près partout, que pour faire face aux problèmes du système de santé, il suffirait de maintenir le financement public, de mieux intégrer les soins, d'améliorer la qualité, d'organiser une première ligne responsable, de repenser la gouvernance et l'imputabilité, d'avoir des dossiers médicaux qui ont du bon sens, et puis 2-3 autres choses de plus, mais essentiellement, tout tourne autour de ces questions-là, tout le temps. La remarque qu'il faut faire, c'est qu'on est d'accord sur ce qu'il faudrait faire, mais il y a aussi une observation lourde, on ne le fait pas. Alors il faut essayer de comprendre comment se fait-il que l'on est d'accord sur le diagnostic et qu'on ne sait pas faire le traitement. Pensez à un malade pour lequel on serait complètement d'accord sur le diagnostic, on sait qu'il y a des traitements efficaces, mais on serait incapable d'appliquer le traitement efficace au malade pour des raisons que l'on n'arriverait pas à cerner. Alors, on peut maintenant représenter notre schéma sur la dynamique d'évolution des systèmes de santé comme étant des systèmes qui évoluent sur une trajectoire, le statu quo, trajectoire qui nous envoie dans une direction que l'on conçoit, que l'on sent comme une direction qu'on va qualifier de crise. On sait qu'il faudrait le réformer, on parle beaucoup des réformes, mais ces réformes semblent incapables d'infléchir la trajectoire et de faire évoluer ces systèmes vers des modalités qui permettraient de mieux atteindre, de mieux équilibrer équité, liberté et efficience. L'inquiétude grandit partout. Pourquoi n'arrive-t-on pas à faire ce qui est souhaitable? Comment mettre en œuvre des réformes? Quelle gouvernance permettrait au système d'améliorer de façon continue leur performance? Pour ça, il faut essayer d'interpréter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le développement des connaissances, le développement des techniques s'applique sur des populations vieillissantes, dans des environnements détériorés, et l'ensemble de ces phénomènes-là, au cours du deuxième partie du XXe siècle, début du XXIe, ont eu comme conséquence un élargissement sans précédent du domaine d'intervention de la médecine au sens large du terme, avec une très très grande demande sociale pour accroître la couverture de l'assurance maladie en permanence. En même temps, la mondialisation des marchés financiers, le caractère perturbé de ces marchés financiers, leur autonomie par rapport à la production, la crise que l'on connaît depuis 2008, exercent des pressions très fortes sur les finances publiques, pensez à la Grèce, pensez à l'Espagne, pensez au Canada, ainsi de suite, qui vont obliger les pays à contraindre leurs dépenses. Les dépenses de santé étant très souvent le premier poste de dépenses budgétaires d'un gouvernement, il y aura forcément une volonté de contrôler les dépenses de santé pour arriver à contrôler le déficit. De ces deux phénomènes-là naît forcément une tension qu'on peut qualifier de crise. Cette crise, c'est la crise entre, d'une part, des aspirations légitimes d'une population et, d'autre part, une nécessité de contrôler le déficit pour rester une communauté démocratique, pour ne pas se faire dire par les financeurs quoi faire dans la société, comme ça se passe en Grèce. Face à ce dilemme, les politiciens n'ont qu'une chose possible à faire,
Il faut qu'ils disent en permanence, il est possible de faire plus et mieux avec les ressources existantes, il faut les transformer, il faut transformer les modalités d'organisation, revoir la gestion, revoir la gouvernance, transformer les pratiques. Il faut relever le défi de la performance. Tous les hommes politiques qui se préoccupent de la santé dans tous les pays que je connais disent la même chose. Mais politiquement, entreprendre les réformes qui seraient cohérentes avec ce discours serait extraordinairement dangereux politiquement parce que ça obligerait à rebrasser les champs dans lesquels il y a des avantages, des intérêts, des lieux de pouvoir et transformer de façon lourde une société, ce que l'appareil politique, généralement, ne se sent pas le courage de faire. Alors, nous sommes devant une situation dans laquelle il y a un accord très large dans la société sur le discours. Il est possible de faire plus et mieux avec les ressources existantes. Deux grands types d'approches sont suggérées. L'approche par la compétition ou l'approche par l'intégration. L'approche par la compétition se justifie par 3 arguments. On n'a plus les moyens, le vieillissement va faire exploser le système et le privé est plus efficace. Je vais aller vite parce que ces 3 arguments ne sont pas supportés par les connaissances, ne sont pas confirmés par les travaux, les données qui existent. Aucun de ces 3 arguments ne résiste à l'analyse. Ces 3 arguments sont strictement idéologiques. Ils sont des arguments utilisés pour maintenir en place les forces dominantes dans la société. Alors il nous reste la réforme par la gouvernance. Réforme par la gouvernance, il va falloir que l'on arrive à renouveler les systèmes de santé par une meilleure intégration. L'intégration, c'est, une définition assez générale, un processus qui consiste à créer et maintenir au cours du temps une gouvernance commune entre des acteurs interdépendants pour coordonner leur interdépendance et de façon à ce qu'ils puissent coopérer à la réalisation de projets communs, des projets de soins, entre autres. Il y a un large accord. Au Québec, M. Couillard disait récemment qu'il faut donner accès à des soins de qualité et sécuritaires à l'intérieur des délais raisonnables. En France, la loi HPST doit permettre de mettre en place une offre de soins graduée de qualité, accessible à tous, satisfaisante pour l'ensemble des besoins de santé de la population. Et puis, elle prévoit aussi, et c'est intéressant, Mme Desrosiers en parle dans ses textes, elle prévoit aussi un dispositif qui permettrait aux professionnels, entre eux, de s'organiser pour créer des alliances, pour créer des équipes multidisciplinaires qui permettraient d'organiser de la coopération pour prendre en charge des populations. Aux États-Unis, Paul Grumman, qui est le prix Nobel de littérature d'il y a 4 ans maintenant, dit le problème central du système de santé américain est sa fragmentation. On pourrait faire beaucoup mieux en s'inspirant de systèmes intégrés comme celui des vétérans. Si tout le monde est d'accord, alors pourquoi est-il si difficile de mettre en œuvre ces changements ? Mettre en œuvre ces changements, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place des politiques, des actions qui vont, de façon synergique, transformer simultanément les structures et les pratiques. Pour transformer les structures et les pratiques, il va falloir qu'il y ait simultanément des changements de mentalité et des changements dans les règles du jeu. Et il va falloir que les mentalités changent, les structures changent, les pratiques changent. Donc il va falloir des changements qui sont très lourds, c'est des changements qui doivent se passer dans la tête de chacun d'entre nous. Il faut que ces changements il faut que, pour que ces changements aient lieu, qu'une gouvernance soit placée de façon à accroître l'intégration et s'engager non plus sur une trajectoire de coûts croissants à, disons, résultats décroissants, mais sur une trajectoire d'amélioration continue de performance. Alors, et c'est là que il me reste 15 minutes. Donc, et c'est à partir de là, je vais parler un peu moins vite, c'est pour essayer de vous dire sur quoi j'essaye de réfléchir à l'heure actuelle, c'est que ces difficultés devant lesquelles nous nous trouvons, on peut probablement les imaginer, et ce qui me semble important, c'est non pas d'être pessimiste, non pas d'être bêtement optimiste, mais surtout de ne pas être naïf. La pire des choses
dans l'état actuel des transformations du système de soins, ça serait d'être naïf. Et pour ne pas être naïf, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe en dessous de ce que l'on voit, en dessous des apparences. Alors je vous ai déjà donné quelques clés pour voir ce qui est en train de se passer en dessous des apparences à travers la dynamique d'évolution des systèmes. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en dessous des apparences dans ce qu'on va appeler les discours sur la gouvernance, les discours sur la réforme. Et pour essayer de le faire, je vais vous proposer quelques idées, des idées qui s'appuient sur les travaux de Abbott, de Fridson, et puis des travaux que nous avons faits, qui sont publiés dans le livre de Clavran, vers un système de santé sans mur. Ces travaux-là nous permettent de proposer que dans les systèmes de santé coexistent, comme dans tous les grands systèmes, 4 logiques de régulation, 4 façons par lesquelles s'organisent les décisions. Il y a une régulation marchande qui s'appuie sur le marché, qui s'appuie sur la concurrence, une régulation technocratique, managériale, qui s'appuie sur l'analyse, sur la rationalité, sur l'optimisation, une régulation professionnelle que vous connaissez par cœur, et une régulation démocratique participative qui s'appuie sur les logiques démocratiques de la participation, de la représentation et du vote. Ces 4 logiques agissent toutes les 4 dans tous les systèmes de santé. Première idée forte. Deuxième idée forte, toute décision, pour avoir un sens, doit pouvoir être interprétable à l'intérieur d'une logique. Une décision qui serait une décision espèce de panaché de différentes logiques serait incompréhensible pour tout le monde. Pour qu'une décision puisse être comprise et puisse donner quelque chose, il faut qu'elle s'inscrive dans une des 4 logiques. Si on admet que les 4 logiques existent et que chaque décision doit s'inscrire dans une des logiques, il faut donc reconnaître que chaque logique a un espace potentiel d'action dans lequel elle est supérieure aux autres. Et que donc, pour arriver à transformer le système de santé, on ne pourra pas le faire à travers le marché, par la concurrence. On ne pourra pas le faire à travers une meilleure gestion. On ne pourra pas le faire à travers simplement la participation et le débat démocratique. On ne pourra pas le faire en donnant le pouvoir aux professionnels. Toute réforme que j'appelle monologique est vouée à l'échec. Donc, pour accroître l'intégration, il va falloir qu'on mobilise chacune de ces 4 logiques de régulation pour les décisions où une logique peut avoir un avantage par rapport aux autres est reconnu comme étant supérieur pour ce type de décision. Alors, la logique professionnelle, elle est nettement dominante dans ce qu'on pourrait appeler l'espace des décisions cliniques. Il vaut mieux qu'on soit soigné par des professionnels qui exercent leur art et leur connaissance dans la relation entre la personne souffrante et le professionnel que par qui que ce soit d'autre. Pour les grandes décisions de structuration du système, l'établissement des principes organisateurs du système, l'universalité, l'intégralité, l'accessibilité, les règles de financement, aucune logique n'est supérieure à la logique démocratique. Je vous ai dit que c'est bien un enjeu démocratique, un enjeu de société et pas un enjeu technique. Quand il va s'agir du méso, c'est-à-dire l'organisation de l'offre de soins, la structuration de l'hôpital, la relation entre l'hôpital et la médecine de ville, 2 logiques sont en tension, la logique marchande et la logique technocratique. Pour arriver à penser la réforme, il va falloir que l'on mobilise ces logiques et qu'on redonne ou qu'on donne à chacune de ces logiques une place qui lui est due, mais une place qui est aussi reconnue comme légitime par ceux qui travaillent au niveau micro ou dans les autres espaces. Alors c'est cet enjeu-là, pour accroître l'intégration, il va falloir que l'on établisse des frontières légitimes et reconnues entre des espaces d'action de chaque logique. Dès qu'on parle de frontières et qu'on parle de frontières reconnues, on voit qu'on a un potentiel de désaccord. Il va falloir qu'on gère les frontières
pour que les acteurs les plus aptes à agir en fonction d'une logique le fassent toujours en fonction des finalités des soins, finalités du système de santé, finalités des soins. Il va falloir que l'on se projette dans le futur pour agir aujourd'hui dans une direction qui est prévue, qui est prédéterminée. Il va falloir qu'on dispose d'outils d'évaluation. En même temps, pour que ça marche, il va falloir porter une attention extrême à protéger la clinique, à protéger l'espace de la décision de la clinique, celle dans laquelle la logique professionnelle doit dominer. Il faut qu'on la protège à la fois de l'intrusion des logiques marchandes et des contrôles bureaucratiques. Il faut que l'on pense à une autre forme de régulation, qui est la régulation professionnelle dont parle Friedson, comme égale à ces deux autres formes de régulation que sont le marché et le management. Et il va falloir qu'on pense comment structurer une véritable régulation professionnelle à l'intérieur d'un espace reconnu par les autres. Il va falloir en même temps renouveler le professionnalisme en passant d'une conception individuelle de la liberté professionnelle à une conception collective de cette liberté, en comprenant qu'aujourd'hui, on ne peut plus travailler seul, un patient, un professionnel, mais qu'on doit travailler toujours en équipe. Il va donc falloir gérer les luttes entre les professionnels pour l'occupation de l'espace de la clinique. L'espace de la clinique est au fond un Moyen-Orient dans lequel des territoires ont des frontières qui sont tout le temps contestées et chaque groupe de professionnels est en train de se battre pour essayer d'empiéter sur le territoire de l'autre. Tant qu'on est dans cette lutte de compétition, on n'avancera pas. Il faut que l'on bascule vers une coopération, qu'on respecte et qu'on ouvre les frontières pour pouvoir travailler pour pouvoir utiliser l'interdépendance et les compétences des uns et des autres. Pour ça, il va falloir qu'on s'entende sur les façons d'agir, il va falloir qu'on soit en mesure d'apprécier le travail des autres, il va falloir qu'on soit d'accord sur une répartition des tâches, il va falloir qu'on coordonne nos activités dans des environnements dans lesquels on ne fait pas exprès de mettre les professionnels dans des incitations qui sont incompatibles avec ce projet de coopération. Et alors, il va falloir qu'on arrive à trouver un équilibre, une tension positive entre l'exigence de coordination, ce qui vient d'en haut, la rationalité, la division des tâches, l'optimisation des processus, les méthodes lean, souvent les approches qualité, et la coopération qui se vit et se développe au jour le jour au niveau micro, qui repose sur la confiance, qui demande des ajustements mutuels, un accord sur le projet, qui se met en œuvre en fonction des compétences locales et très particulières, et qui est très sensible aux jeux et aux intérêts des différents types d'acteurs. Et c'est dans cet équilibre-là que l'on va pouvoir éventuellement trouver des façons nouvelles de travailler. Il faut donc arriver à s'entendre sur des projets. Il va falloir que l'on puisse compter sur des leaders cliniques reconnus qui vont nous entraîner dans ce jeu de la coopération plutôt que de l'affrontement. Il va falloir que l'on sache apprécier le travail des autres professionnels des autres professionnels autant qu'on apprécie le travail des siens. Il va falloir qu'on ait des informations fiables et valides sur les processus de soins de façon à pouvoir débattre du travail collectif. Il va falloir qu'on s'assure que les systèmes de financement, les systèmes de promotion, que les systèmes d'incitation sont cohérents avec la coopération. C'est à cette condition-là, et je suis en train de terminer, c'est à cette condition-là que le système de soins va quitter sa trajectoire, qui est une trajectoire actuellement morbide, suicidaire, qui nous emmène vers une crise du système de santé, mais aussi une crise de notre société, et que l'on va pouvoir le faire évoluer vers de nouveau une intégration qui sera porteuse d'un équilibre plus généreux entre l'équité, les libertés et l'efficience. Et ça nous permettrait probablement de rêver que le processus de changement que l'on mettrait à l'œuvre pour transformer le système de soins soit le grand chantier de la réforme de notre démocratie, des démocraties dans lesquelles nous vivons, en montrant qu'il est possible de transformer les grandes institutions de la santé pour répondre réellement aux attentes de la population et en le faisant de façon démocratique.
Je vous remercie.